Bonjour, comme à notre habitude, nous faisons une explication linéaire de type bac, donc en 10 minutes, en tout cas on essaie, sur le dernier texte du parcours qui commence par Notre monde vient d'en trouver un autre, extrait du livre 3 des essais intitulé Décoche. Alors, dans Décoche, ce chapitre, qui est publié dans l'édition des Essais de 1588, Montaigne aborde la question de la colonisation européenne du Nouveau Monde, et notamment les conquêtes sanglantes du Mexique et du Pérou par les conquistadors. Il poursuit donc la réflexion qu'il a engagée dans le chapitre des cannibales, qui se trouve dans le livre 1 des Essais, et dans lequel il a déjà remis en cause la soi-disant supériorité des Européens sur les peuples du Nouveau Monde. Donc dans ce passage, Montaigne file la métaphore du peuple enfant et il dénonce, comme à la fin du chapitre des cannibales, les méfaits de la colonisation. Notre monde vient d'en trouver un autre. Et qui nous répond si c'est le dernier de ses frères, puisque les démons, les sibylles et nous avons ignoré celui-ci jusqu'à maintenant, non moins grand, plein et membru que lui, toutefois si nouveau et si enfant qu'on lui apprend encore son ABC. Il n'y a pas 50 ans qu'il ne savait ni lettres, ni poids, ni mesure, ni vêtements, ni blé, ni vigne. Il était encore tout nu au giron, et ne vivait que des moyens de sa mère nourrice. Si nous concluons bien de notre fin, et ce poète de la jeunesse de son siècle, cet autre monde ne fera qu'entrer en lumière quand le nôtre en sortira. L'univers tombera en paralysie, l'un membre sera perclus, l'autre en vigueur. Bien crains-je que nous aurons bien fort hâté sa déclinaison et sa ruine par notre contagion, et que nous lui aurons bien cher vendu nos opinions et nos arts. C'était un monde enfant, si ne l'avons-nous pas fouetté et soumis à notre discipline par l'avantage de notre valeur et force naturelle, ni ne l'avons pratiqué par notre justice et bonté, ni subjugué par notre magnanimité. La plupart de leurs réponses et des négociations faites avec eux témoignent qu'ils ne nous devaient rien en clarté d'esprit naturel et en pertinence. L'épouvantable magnificence des villes de Cusco et de Mexico, et entre plusieurs choses pareilles, le jardin de ce roi, où tous les arbres, les fruits et toutes les herbes, selon l'ordre et la grandeur qu'ils ont en un jardin, étaient excellemment formés en or, comme, en son cabinet, tous les animaux qui naissaient en son état et en ses mers. Et la beauté de leurs ouvrages en pierrerie, en plumes, en coton, en la peinture montre qu'ils ne nous cédaient non plus en l'industrie. Mais, quant à la dévotion, observance des lois, bonté, libéralité, loyauté, franchise, il nous a bien servi de n'en avoir pas tant qu'eux. Ils se sont perdus par cet avantage et vendus et trahis eux-mêmes. Alors, mouvement et problématique. De la ligne 1 à 9, le premier paragraphe, en tout cas dans le texte que je vous ai donné, on a la métaphore du peuple enfant et des différents âges de l'humanité, les Européens correspondant à l'âge adulte de l'humanité. Puis, dans les lignes suivantes, on trouve une comparaison de ces peuples avec la civilisation européenne, du point de vue notamment de l'art, de l'urbanisme, et cette comparaison tourne à l'avantage des peuples primitifs. Ma problématique sera donc comment l'auteur va-t-il à l'encontre de la vision ethnocentrée de ses contemporains à propos des peuples du Nouveau Monde. Donc on voit dans le début de ce chapitre, notre monde vient d'en trouver un autre, que on a le titre du parcours qui insiste sur l'importance de la rencontre de ces nouveaux peuples à cette période historique de la Renaissance où on redécouvre l'Antiquité, mais d'un autre côté, on découvre aussi un nouveau monde et on a donc un élargissement des connaissances. L'auteur insiste sur le caractère toujours provisoire de la connaissance humaine par sa question rhétorique. Les Sibylles sont des prêtresses romaines qui étaient censées avoir des pouvoirs de divination. Or, elles n'ont pas deviné l'existence de ce monde. Et donc, c'est un appel à l'humilité de l'humanité face à ces connaissances. Il n'est pas moins grand, plein doté de membres. On a ici une litote
qui signifie que ce monde, ces peuples du Nouveau Monde sont aussi importants, aussi peuplés. On ne peut donc pas les mépriser. Néanmoins, vous voyez qu'on a une opposition avec la conjonction de coordination mais, ainsi qu'une hyperbole. Il est si neuf et si enfant qu'on lui en prend encore son ABC. Cette hyperbole qui est marquée par le système corrélatif si que. Tout cela oppose donc l'importance numérique évoquée à la faiblesse des connaissances, hein, on lui apprend encore son ABC. Et donc, on a cette métaphore du peuple enfant, hein, qui est poursuivie dans tout le paragraphe, avec notamment à la fin ces expressions très imagées. Il était encore tout nu dans le giron de sa mère nourrice, où l'on retrouve cette figure de la nature vue comme une mère qui évoque le mythe de l'âge d'or. Et puis, on insiste encore sur l'absence de connaissances par l'accumulation de ces conjonctions de coordination négatives, ni les lettres, ni les poids, ni les mesures. Mais on voit bien ici qu'il y a une vision ethnocentrique de la connaissance, puisque tout cela correspond aux connaissances de la civilisation européenne. Donc tout cela est relatif, ce peuple est enfant par rapport aux Européens. On a donc ensuite un raisonnement avec l'hypothèse si, qui s'appuie sur la référence à un poète de l'Antiquité. Il s'agit de Lucrèce. Dans la traduction que je vous ai donnée, on n'a pas mis le poète, mais Lucrèce lui-même. Et donc, le- l'Antiquité représenterait la jeunesse de notre civilisation, alors que la période de Montaigne serait l'âge adulte. Donc on a bien une poursuite de la métaphore des âges des différents peuples ou de ces différents mondes. Le nôtre de monde est dans sa vieillesse, alors que l'autre, le nouveau monde, est dans son enfance. Et tout cela est traduit par plusieurs antithèses. Venir au jour sortira, perclus en pleine vigueur, qui oppose justement ces deux âges. La dernière phrase suit un glissement de sens. On a vu au départ qu'on avait le mot frère comme si les peuples étaient des frères. Et maintenant, on a le mot membre comme si chacun des peuples était l'un des membres d'un univers et que cet univers dépérirait quand un seul de ses membres dépérira. Donc il y a une idée d'interdépendance entre les différentes humanités. On voit bien que dans ce texte des essais, on retrouve une réflexion personnelle avec le jeu qui s'étend ensuite au nous, englobant l'ensemble de ses concitoyens, avec une reprise de la prophétie qu'on trouve dans la fin des Cannibales, hein, quand il dit j'ai bien peur, une prophétie de la perte, de la ruine de ces civilisations, dont on sait qu'effectivement elle sera avérée. Et donc, l'auteur développe une vision paradoxalement négative de la civilisation, de ses idées techniques, avec le champ lexical de la ruine, déclin, ruine, faire payer bien cher nos idées et nos techniques. Et le peuple européen adulte qui maîtrise ces techniques aurait dû donner un bon exemple et élever avec sa sagesse ce peuple enfant. On voit bien le champ lexical positif des valeurs, vertu, valeur, force naturelle, justice, magnanimité. Ça aurait dû être la façon dont le peuple européen aurait dû traiter les peuples du Nouveau Monde. Et au contraire, en fait, ce rapport entre les deux peuples a été un rapport non pas d'éducation, mais un rapport de conquête et de dressage qu'on voit avec le champ lexical de la conquête du dressage, dressé, plié, conquis, subjugué. Et on voit donc bien que Montaigne développe une idée négative, une image négative de cette colonisation européenne des peuples du Nouveau Monde. Donc, la suite du texte montre une comparaison entre les deux peuples ou les deux civilisations, en tout cas civilisation amérindienne, civilisation européenne. Même si ce peuple est un peuple enfant, il n'est pas inférieur aux Européens. On a deux litotes que j'ai mis en vert. Il ne nous cédait en rien ou il n'était pas moins habile que nous. Vous avez ici un texte un peu modernisé par rapport à celui que je vous ai lu. Donc tout cela pour montrer qu'il n'y a pas pour Montaigne de supériorité des Européens sur les
peuples du Nouveau Monde. Et cette égalité concerne à la fois la pensée, mais aussi l'urbanisme, l'art, avec tout un vocabulaire mélioratif, une énumération des ouvrages et des techniques, avec cette description du cabinet de curiosité qui comporte un ouvrage très raffiné représentant la flore et la faune de ce pays, hein, avec une certaine habileté, la joaillerie, les plumes, le coton, la peinture. Donc tout cela montre que en matière d'art, en matière de technique, peuples du Nouveau Monde ne sont pas inférieurs aux Européens. On notera le terme de cabinet de curiosité, une pièce ou un meuble où l'on expose des objets scientifiques. Donc vous voyez bien qu'on a une transposition ici d'un élément de la culture européenne à la civilisation amérindienne. Ce qui est exposé ici, c'est la flore et la faune. Donc, on a une fin sous forme d'une nouvelle provocation envers ses contemporains, comme le fait souvent Montaigne, hein. Souvenez-vous de la fin des cannibales, et quoi, il ne porte point de haut de chausse. Donc, Montaigne énumère des valeurs quant à la dévotion, l'honnêteté, la bonté, la libéralité, la franchise, qui lui permettent d'affirmer en fait que nous sommes inférieurs de ce point de vue-là. S'il y a égalité du point de vue des techniques et de l'art, eh bien, du point de vue moral, en revanche, les peuples du Nouveau Monde sont supérieurs aux Européens et paradoxalement, c'est ce qui les a perdus, hein, puisque finalement, les Européens ont pu causer la ruine des peuples du Nouveau Monde parce qu'ils n'ont pas été honnêtes, ils n'ont pas fait preuve de libéralité, de générosité, de franchise, et contrairement à leurs ennemis qui donc ont perdu. Non pas parce qu'ils étaient inférieurs, mais parce que les Européens ont été finalement moins honnêtes. En conclusion, Montaigne poursuit dans le livre 3 la réflexion qu'il a entamée dans le livre 1 avec le chapitre des cannibales. Et s'il compare les peuples du Nouveau Monde à des peuples enfants, ce n'est pas pour souligner leur infériorité, mais pour au contraire remettre en question l'idée que la civilisation et le progrès technique seraient forcément associés à une supériorité morale. Voilà pour cette explication qui, je l'espère, vous aidera à réviser votre baccalauréat.